Je m'appelle Aaron, j'ai 33 ans, et Noël était autrefois ma période préférée de l'année. Ce n'était pas à cause des cadeaux ou de la nourriture, c'était le seul moment où tout le monde dans ma famille faisait comme s'ils s'aimaient encore. Nous nous réunissions chez mes parents, échangions des cadeaux bon marché emballés dans du papier brillant, mangions beaucoup trop de jambon et jouions les mêmes chants de Noël faux en boucle jusqu'à ce que quelqu'un, généralement mon cousin Jared, renverse un verre de vin ou trébuche sur le chien. C'était chaotique, bruyant, parfois passif-agressif, mais c'était chez moi. Ou du moins, ça l'était. Cette année, j'ai commencé à me préparer tôt. J'ai envoyé quelques cadeaux attentionnés, rien de fou, juste des choses que je savais qu'ils aimeraient, un nouveau mixeur plongeant pour maman parce que le sien avait commencé à fumer pendant Thanksgiving, une paire de baskets en édition limitée pour ma sœur Emily, qui ne cesse de parler de son TikTok de mode, et j'ai même envoyé une caisse de bière spéciale pour papa, que je savais disparu le lendemain de Noël. Cela ne me dérangeait pas de dépenser de l'argent. J'ai eu de la chance, mon travail est bien rémunéré, et même si je vis dans un studio à l'autre bout de l'État, je me suis toujours assuré d'aider quand les choses se compliquaient à la maison. Loyer, facture de service public, assurance automobile. J'avais envoyé plus que quelques virements discrets lorsque mon père envoyait un SMS vague du genre « Peux-tu me dépanner jusqu'à vendredi prochain ?» Toujours sans histoire, sans drame, juste en famille. J'ai donc été choqué lorsque, le 20 décembre, j'ai reçu un message dans notre groupe de discussion familiale. Ma mère a écrit « Salut les enfants, après mûre réflexion, nous annulons Noël cette année. C'est trop cher d'accueillir tout le monde, et avec tout ce qui se passe, nous pensons faire quelque chose de discret. On vous aime tous. » C'était tout. Pas d'appel, pas de proposition pour se retrouver à mi-chemin, pas de « nous nous rattraperons », juste un message froid et impersonnel. J'ai cligné des yeux sur mon téléphone, m'attendant à moitié à ce que ce soit une farce ou un malentendu. Mais quand j'ai répondu en demandant s'ils étaient sûrs, Emily a juste envoyé un emoji pouce levé et a changé la photo du groupe de discussion pour une image de banque d'images d'un bonhomme de neige triste. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit « d'accord, compris ». Et c'était tout. Je n'ai pas insisté pour un appel, je ne les ai pas culpabilisés. Je me suis dit « très bien, la vie est dure, et peut-être qu'ils avaient juste besoin d'une année tranquille ». Je me suis acheté des provisions, j'ai réchauffé une lasagne la veille de Noël et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti. J'ai regardé maman, j'ai raté l'avion pour la 15e fois, allumé la bougie parfumée au pain que mon collègue m'avait offerte et parcouru Reddit pendant que la neige tombait devant ma fenêtre. Le jour de Noël est arrivé et est passé. J'ai fait la grasse matinée, j'ai fait un appel vidéo à quelques amis et j'ai passé la majeure partie de la journée à essayer de ne pas me sentir trop amer. Je me suis dit, au moins, tu n'as pas eu à faire semblant de sourire pendant que tante chérie déclame sur la politique. J'ai essayé d'être mature, de ne pas le prendre personnellement, mais cela me rongeait quand même. Quelque chose n'allait pas. Le silence était tout simplement étrange. Ce n'est que vers 20h ce soir-là que mon téléphone a vibré avec une notification d'Instagram. Emily était en direct. Par curiosité, ou peut-être un espoir tordu qu'elle buvait du vin seul et s'ennuyait, j'ai cliqué dessus, et mon estomac s'est noué. Elle était chez nos parents, la même maison que j'avais proposé d'aider à décorer 2 semaines plus tôt. Le salon était illuminé comme une vitrine de Macy's, des lumières scintillantes, un sapin de Noël massif, des guirlandes accrochées à chaque mur. Une cabine de DJ était installée près de la cheminée, et les gens dansaient avec des gobelets en plastique à la main. Il y avait au moins 30 personnes dans cette maison, riant, criant, applaudissant en trinquant au champagne. « Joyeux Noël de la vraie équipe » a crié Emily dans la caméra, balayant la pièce du regard. J'ai repéré mes cousins, mes tantes et oncles, même Jared, qui était déjà rouge et bredouillet. Quelqu'un a fait éclater un canon à confetti, et les serpentins ont volé à travers la pièce dans une explosion d'or. J'ai regardé l'écran, mon pouce figé sur le bouton « quitter ». Ce n'était donc pas une question d'argent. Ce n'était pas une question de difficulté financière. C'était à cause de moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, probablement trop longtemps. Assez longtemps pour que la lasagne refroidisse. Assez longtemps pour que la bougie brûle à moitié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assis, immobile, abasourdi, laissant la trahison silencieuse s'installer. J'avais été mis à l'écart. Silencieusement. Proprement. Et sans aucune explication. Le lendemain matin, le 26 décembre, j'ai reçu un SMS de papa. Pas de « bonjour,
pas de joyeux Noël, pas même une question sur comment j'allais. Juste, peux-tu envoyer les $3100 pour janvier? J'en ai besoin demain si possible. C'était tout. Aucune mention de la fête, aucune excuse, aucune tentative de mentir ou même de faire semblant que les choses étaient normales. Juste une demande d'argent froide et sèche, comme si j'étais un distributeur automatique de billets ambulants sans mémoire. Et quelque chose en moi a juste craqué. J'ai regardé le message pendant longtemps. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire défiler. J'ai extrait tous les paiements récurrents que j'avais liés à eux, le loyer que je couvrais pour la deuxième propriété dans laquelle mon père avait temporairement emménagé, le forfait de téléphone portable d'Emily, le compte familial Spotify que je payais, même les services publics, gaz, électricité, Internet. Tout était à mon nom. Tout était à mes frais. J'ai fait une pause pendant une seconde, non par doute, juste pour m'assurer que je n'agissais pas uniquement par rage. Mais non, ce n'était pas impulsif. C'était attendu depuis longtemps. J'ai répondu, perdez mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai arrêté chaque virement, paiement automatique et compte lié. J'ai fait le tour de chaque représentant du service client, de chaque entreprise de service public, de chaque associé de banque, expliquant la situation. L'une d'eux, Suzanne de la compagnie de gaz, a même dit, c'est horrible. J'espère que vous allez bien. Je lui ai dit, je vais bien. Merci. Je ne suis pas devenu nucléaire. Je n'ai pas publié de diatribe en ligne ni appelé pour crier. J'ai juste coupé les ponts. Silencieusement. Proprement. Comme il l'avait fait avec moi. À 7h43 le lendemain matin, mon téléphone avait 53 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, mais j'ai écouté un message vocal. C'était ma mère. Sa voix était tremblante. S'il te plaît, appelle-nous. Il y a eu un malentendu. Appelle-nous, s'il te plaît. Je n'ai pas supprimé le message. Je n'ai pas non plus répondu. Parce que pour la première fois depuis des années, j'avais enfin l'impression d'avoir le dessus. Et je n'avais pas encore fini. Je n'ai pas répondu ce matin-là, ni ce jour-là, ni même le lendemain. Toutes les quelques heures, mon téléphone vibrait. Numéro bloqué, messages vocaux anonymes, même quelques DM désespérés de membres de la famille éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un de mes cousins a écrit, « Eh mec, tu n'as pas raté grand-chose. » C'était juste organisé à la dernière minute. Pas grand-chose. Je n'ai même pas daigné répondre. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai ajouté à un dossier que j'avais commencé sur mon téléphone intitulé « Épreuve », parce que je ne m'en allais pas simplement. Je m'assurais qu'il ne recommence jamais. À la fin du mois de décembre, les retombées avaient officiellement commencé. Le forfait téléphonique a été désactivé. Emily a publié un message dramatique sur la façon dont certaines personnes aiment tout simplement gâcher Noël et a fait allusion à une trahison au sein de la famille. Quelques-uns de ses abonnés ont offert leur sympathie, la plupart s'en fichaient. Elle a essayé de m'envoyer des messages directement à quelques reprises, mais ces messages ont rebondi. Elle avait oublié qu'elle était bloquée. Puis est venu papa. J'ai reçu un courriel, son dernier recours. Objet, urgent. S'il te plaît Aaron, parle-nous. C'était long, sinueux, plein de phrases comme « Tu as toujours été sensible et tu exagères les choses ». Il n'a pas mentionné le mensonge, n'a pas mentionné la fête, a juste dit qu'ils étaient dans une situation financière vraiment difficile en ce moment et comment il me faisait confiance pour être là pour eux comme toujours. Il a terminé par « Tu es toujours notre fils ». La famille passe avant tout. J'ai presque ri. Alors maintenant, la famille passe avant tout. J'ai fermé le courriel sans répondre, mais quelque chose à propos de cette dernière ligne m'est resté. La famille passe avant tout. Je l'entendais encore et encore, comme un slogan dont il ne se souvenait qu'après que les choses aient cessé d'aller dans leur sens. Et peut-être que cela se serait terminé là, juste la satisfaction tranquille de couper la ligne de vie qu'il supposait toujours être là. Mais ensuite, ma banque a signalé une tentative de connexion inhabituelle. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'hameçonnage, mais après un bref appel, ils l'ont confirmé. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mes services bancaires en ligne à partir d'un appareil connu, un vieil iPad que j'avais laissé à la maison lors d'une visite il y a 2 ans. Je n'y avais pas pensé à l'époque, mais je ne m'étais jamais déconnecté. J'ai regardé le rapport sur mon écran.
Quelqu'un avait essayé 3 fois de changer le mot de passe. Je savais exactement qui c'était. Le lendemain matin, je suis allé en voiture. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je ne les ai pas prévenus. Je me suis juste présenté. Leur maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Les lumières de Noël toujours accrochées, tombantes et à moitié mortes maintenant, avec un Père Noël en plastique affalé sur le côté sur la pelouse. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis juste assis un instant. Les fenêtres étaient sombres, pas de rire, pas de musique, juste du silence. J'ai sonné une fois. Pas de réponse. Puis j'ai frappé. Finalement, la porte s'est ouverte. Mon père se tenait là dans un sweat à capuche froissée, les cheveux décoiffés, les yeux fatigués comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Aaron », dit-il, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais réel. « Où est l'iPad » ai-je demandé. Il a cligné des yeux. « Quoi ? » ?»« Celui que j'ai laissé ici. »« Où est-il » ? »« Il s'est déplacé. »« Je veux dire, nous ne l'avons pas utilisé. »« Peut-être Émilie. »« Épargne-moi ça » ai-je dit. Je sais que quelqu'un a essayé d'accéder à ma banque à partir de cet appareil. 3 fois. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je suis ici pour le récupérer, et ensuite j'ai terminé. Pour de bon. Il n'a pas discuté, c'est juste retourné à l'intérieur. Je suis entré après lui, juste une seconde, juste assez longtemps pour voir les conséquences. La maison était un désordre. Des ordures encore dans la cuisine de la fête, des bouteilles vides sur le comptoir. L'ambiance était différente maintenant. Morte. Vidée. Quelle que soit la joie qu'ils avaient simulée pour Instagram, elle s'était évaporée dès que l'argent avait disparu. Émilie est descendue des escaliers alors que je partais. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Elle a ouvert la bouche, probablement pour présenter des excuses ou une excuse à moitié cuite, mais je n'ai pas arrêté de marcher. Je m'en fichais plus. J'ai attrapé l'iPad sur la table du salon et je suis sorti. « Attends, Aaron, on peut parler » a-t-elle crié après moi. « Juste 5 minutes, s'il te plaît. » Je me suis retourné à la porte. « Je vous ai donné 5 ans, ai-je dit. Nous sommes quittes. » Je suis parti, je suis monté dans la voiture et je n'ai pas regardé en arrière. De retour à la maison, j'ai réinitialisé tous les mots de passe, désactivé tous les appareils et appelé mon ami avocat. Non pas pour les poursuivre en justice, juste pour obtenir quelques éléments par écrit. Je voulais que tout soit hermétique, aucun moyen pour eux de se faufiler à nouveau, aucune faille. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre courriel. Objet, excuse. Celui-ci était plus court, juste quelques lignes, de ma mère cette fois. Nous avons fait une erreur. Nous pensions que tu nous pardonnerais toujours. Nous n'avions pas réalisé à quel point nous t'avions poussé. Je suis désolé. Nous le sommes tous. S'il te plaît, s'il y a une chance que nous puissions parler, j'écouterai cette fois. Je le promets. Je n'ai pas répondu. Non par dépit, mais parce que parfois le silence est le seul langage que les gens comme ça comprennent. Je n'avais pas besoin de vengeance au sens traditionnel du terme. Je n'avais pas besoin de les humilier ou de leur crier au visage. J'avais juste besoin qu'ils ressentent ce que c'est que de perdre quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir s'éloigner. Et à en juger par le silence qui a suivi, ils l'ont fait. Janvier s'est écoulé dans le flou des matins froids et des soirées tranquilles. J'ai gardé la tête basse au travail, évité les médias sociaux et me suis efforcé de me concentrer sur moi-même. C'était étrange au début, ce silence. Pas de SMS constant demandant un peu d'aide, ni de messages passifs-agressifs sur la façon dont je ne rends jamais visite. Pas de demande de virement de dernière minute, pas de culpabilité. Juste la paix. Mais bien sûr, cela n'a pas duré. La première fissure est venue de tante Meredith. Elle a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, et quand j'ai décroché par curiosité, sa voix est passée serrée et aiguë, comme si elle s'était retenue. « Aaron, dit-elle, je t'appelle juste pour te dire que je suis déçu. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Quoi qu'il se soit passé entre toi et tes parents est une chose, a-t-elle poursuivi, mais tu ne tournes pas le dos à ta famille. Surtout pas quand ils ont des difficultés. J'ai gardé un ton égal. Meredith, t'ont-ils dit pourquoi j'ai arrêté d'aider? Elle s'est arrêtée. Ils ont dit que tu avais fait une crise parce que tu n'étais pas invité à une fête de dernière minute.
Que tu exagères les choses. J'ai expiré lentement. T'ont-ils également dit que je payais leur loyer depuis près de 3 ans? Que j'ai couvert la facture de téléphone d'Émilie, l'essence de papa et les livraisons d'épicerie de maman pendant qu'ils publiaient des selfies avec du champagne. Une autre pause, plus longue cette fois. Eh bien, marmonna-t-elle, même si c'est vrai, cela ne justifie pas de les couper complètement. Je ne les ai pas coupés, ai-je dit. Ils ont choisi de m'exclure. J'ai juste accepté. Elle a soupiré. Aaron, tu vaux mieux que ça. Non, ai-je dit doucement. Je l'étais. Mais être meilleur m'a juste rendu utile. Maintenant, j'ai terminé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me sentais propre. Mais il n'avait pas fini. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une enveloppe manuscrite coincée dans le cadre de ma porte. C'était de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre de 4 pages. Elle l'avait écrite en cursive, sa tentative de la rendre personnelle, je suppose. Elle a commencé par des excuses larmoyantes. Elle a admis qu'il n'aurait pas dû mentir sur l'annulation de Noël. Elle a avoué avoir laissé Émilie prendre les rênes et ne pas vouloir remuer les choses en insistant pour que je sois invité. Elle a dit qu'il savait que je serais contrarié mais pensait que je comprendrais avec le temps. Ce qui m'est resté le plus, c'est une seule ligne à peu près à mi-chemin, nous ne pensions pas que cela te blesserait autant. Nous supposions que tu y serais habitué maintenant. J'ai regardé cette phrase jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Habitué. Comme si c'était normal. Comme si être laissé de côté n'était qu'un rôle que j'aurais dû apprendre à accepter. Je n'ai pas fini la lettre. Je l'ai repliée, je l'ai glissée dans l'enveloppe et je l'ai placée dans le tiroir de la cuisine avec quelques autres choses que je gardais le tiroir que je n'ouvrais plus. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message vocal. Cette fois, ce n'était pas des supplications. C'était papa. Sa voix était tendue, contrôlée, comme lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tu as fait valoir ton point de vue, a-t-il dit. Nous comprenons. Tu es contrarié. Tu veux nous donner une leçon. Eh bien, félicitations. Tout le monde en parle. Ta tante est furieuse, ta sœur est humiliée, et ta mère? Elle n'a pas dormi depuis des jours. Une pause. Mais ne pense pas que tu es meilleur que nous, Aaron. Tu ne le es pas. Tu es juste amer. Tu l'as toujours été. Et quand cette phase se terminera, et elle se terminera, tu reviendras en rampant. Comme tu le fais toujours. Il a raccroché. Je n'ai pas supprimé le message vocal. Je l'ai réécouté une fois, puis encore. Puis j'ai appuyé sur enregistrer. Parce que c'était ça. C'est ce qu'ils étaient. Pas les lettres larmoyantes, pas les fausses excuses sur Instagram ou les DM vagues de la famille élargie. Ce message. C'était le cœur du problème. Ils n'étaient pas désolés de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés que j'ai enfin arrêté de laisser couler. Le lendemain, je me suis assis avec un notaire. J'ai mis à jour le transfert de propriété d'un petit terrain que j'avais hérité de mon grand-père. Il était censé être transmis à Émilie après moi. Papa l'avait arrangé ainsi il y a des années, insistant pour qu'il reste dans la famille. Mais il était à mon nom maintenant, en pleine propriété. J'ai signé les nouveaux papiers, le transférant à une association caritative locale pour enfants qui construit des logements pour les jeunes. Je ne l'ai pas fait par dépit. Je l'ai fait parce que je voulais réécrire l'histoire. Cette terre, cet espace, il ne méritait pas d'y toucher. Que quelque chose de bien en découle à la place. 2 jours plus tard, Émilie a appelé du téléphone d'un ami. Je n'ai pas répondu. Elle a quand même laissé un message vocal. Tu gâches tout, Aaron. Tu en fais trop. Je ne sais même plus ce que tu veux de nous. Elle n'a pas compris. Aucun d'entre eux n'a compris. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais ne plus en avoir besoin. Je voulais arrêter de jouer le rôle du bon fils, le gars qui s'en sortait toujours, souriait toujours poliment, finançait toujours le mensonge que tout allait bien. Le vendredi suivant, j'ai reçu une dernière lettre. Pas de nom sur l'enveloppe, juste mon adresse écrite à la main dans le coin. À l'intérieur se trouvait un Polaroid, une photo de groupe de la nuit de Noël. Tout le monde était là, mes parents, Émilie, des cousins, des voisins, même tante Meredith, tenant des verres, les bras passés autour les uns des autres, au milieu d'un rire.
Au dos, quelqu'un avait écrit « Nous avons quand même passé un bon moment ». Pas de signature, pas de message, juste cette seule ligne. Et j'ai souri. Parce que j'avais enfin compris. Il ne me réinvitait pas. Il se moquait de moi. Essayant de me faire honte d'avoir raté leur amusement. Essayant de me faire sentir petit pour avoir choisi la distance plutôt que le dysfonctionnement. Mais la vérité est que cette photo m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Parce que cela signifiait qu'il n'en avait pas fini avec ça. Il pensait encore à moi. Essayant encore de prouver quelque chose. S'efforçant encore de faire semblant qu'il ne me manquait pas. La photo est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant une semaine. Je ne l'ai pas jetée, pas immédiatement. Je l'ai laissée là, face cachée, à moitié curieux de savoir s'ils en enverraient une autre. Ils ne l'ont pas fait. Et au fil des jours qui ont suivi, quelque chose d'étrange a commencé à s'installer en moi. Pas de la rage. Ni même de la tristesse. Mais une étrange sorte de paix, comme si j'étais sorti d'un brouillard dans lequel je ne savais pas que je vivais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais entièrement libre. Pas de sauvetage de dernière minute, pas de fausses excuses, pas de questionnement sur la raison pour laquelle j'avais toujours l'impression d'être celui qui portait le poids des choix de tout le monde. Et une fois ce brouillard dissipé, j'ai pu voir clairement le schéma. Ce n'était pas seulement Noël ou le loyer ou une diffusion en direct sur Instagram. C'était des années. Des années à être leur filet de sécurité, leur bouc émissaire, leur punching ball émotionnel. Chaque fois que les choses allaient mal, j'étais le tampon. Quand papa s'est disputé avec un propriétaire, j'ai payé la caution. Quand Émilie a mis son compte à découvert pour la 3e fois, je lui ai discrètement viré un cadeau. Quand maman a voulu surprendre tout le monde avec une croisière d'anniversaire pour grand-mère mais ne pouvait pas couvrir tous les frais, je m'en suis occupé. Personne n'a jamais dit merci. Pas vraiment. Et maintenant que le puits était à sec, il se démenait. Parce qu'il ne me manquait pas seulement. La version de moi qu'ils avaient façonnée leur manquait, celle qui ne disait jamais non. J'ai longtemps réfléchi à la façon dont je voulais mettre fin aux choses. Non seulement m'éloigner, mais fermer la porte d'une manière définitive, indéniable et irréversible. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé dans mes fichiers et j'ai extrait la feuille Google partagée que j'utilisais depuis des années pour suivre tous les paiements que je leur avais envoyés. Chaque virement de loyer, chaque cadeau que j'ai remboursé, chaque faveur déguisée en simple coup de main. 1750 $ pour l'appareil dentaire d'Émilie. 950 $ pour la franchise de chirurgie ambulatoire de maman. 8400 $ de loyer sur 27 mois. 312 $ pour la réparation de la voiture de quelqu'un, je ne sais toujours pas de qui. J'ai tout additionné. Le total final, 38 076 $. J'ai regardé ce chiffre, près de 40 000, et je ne l'ai jamais réclamé. J'ai donc décidé de changer cela. Non pour l'argent, mais pour le message. J'ai écrit une lettre, une vraie, imprimée et signée. Et j'en ai envoyé des copies à tous, maman, papa, Émilie et Meredith. Tous les acteurs clés de cette petite performance tordue qu'ils appelaient famille. Voici ce qu'elle disait. Acquis de droit. Vous savez qui vous êtes. Ceci n'est ni des excuses, ni un plaidoyer pour la réconciliation. Ceci est un énoncé de fait. Au cours des dernières années, j'ai soutenu financièrement cette famille d'une manière à laquelle personne n'aurait dû s'attendre. Je l'ai fait discrètement, sans ressentiment, et toujours avec la conviction que je faisais ce qu'il fallait. Cette conviction était une erreur. Je n'aidais pas, je permettais. Ce que j'ai reçu en retour n'était pas de la gratitude, mais un droit acquis. Je n'ai pas été traité comme un frère, un fils ou un être cher, j'ai été traité comme une ressource, un donateur silencieux de vos vies, un personnage de fond dans vos célébrations, un chéquier déguisé en parent. Vous m'avez menti. Vous m'avez exclu. Vous m'avez manipulé pour me faire croire que j'étais dramatique de vouloir une décence élémentaire. Cela se termine maintenant. Vous trouverez ci-joint un résumé détaillé des fonds que j'ai fournis au cours des 6 dernières années. Je ne demande pas de remboursement. Considérez-le comme un reçu officiel pour les services rendus, services que je n'offrirai plus, à compter d'aujourd'hui. Je ne ferai plus partie des discussions de groupe de cette famille. Je ne couvrirai plus aucune dépense, dette ou urgence. Je n'assisterai plus à aucun événement, vacances ou rassemblement. Je ne serai plus considéré comme celui qui a tourné le dos. Je ne l'ai pas fait. Vous avez fermé la porte en premier.
Veuillez ne pas me contacter à moins que ce ne soit pour accuser réception de cette lettre et assumer l'entière responsabilité de vos actes, sans excuse, sans détour et sans rien attendre en retour. J'ai changé les serrures de toutes les portes par lesquelles vous aviez l'habitude de vous faufiler. Je vous suggère de faire de même pour vos propres maisons et vos propres cœurs. Sincèrement, Aaron. J'ai joint le journal des paiements détaillés et je les ai envoyés par courrier recommandé. 2 semaines se sont écoulées. Silence. Puis un seul courriel de maman. Objet, juste une chose. Il disait, j'ai lu ta lettre. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je comprends ton point de vue. J'aurais juste aimé que tu dises quelque chose plus tôt. Nous aurions pu arranger ça. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'ai jamais reçues. Mais je n'ai pas répondu. Parce que nous n'aurions pas pu arranger ça. Eux seuls auraient pu, et ils ont choisi de ne pas le faire, encore et encore. J'ai donc fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai déménagé. J'ai trouvé un nouvel appartement dans une nouvelle ville, plus grand, plus lumineux, avec une 2e chambre que j'avais prévu de transformer en atelier d'art. J'ai recommencé à peindre. J'ai renoué avec des amis de l'université que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai suivi une thérapie. J'ai réservé un voyage en solo au Portugal. J'ai vécu. Et un matin de fin de printemps, alors que je revenais du marché fermier avec un café frais et un sac de mandarines, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Pas de message vocal. Pas de SMS. Et je m'en fichais. Parce que je savais qu'ils poursuivaient toujours la version de moi qu'ils avaient créée. Mais j'étais enfin devenu la version de moi que je voulais être. Le genre qui connaît sa valeur. Le genre qui sait que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. Le genre qui ne poursuit pas les gens qui ne se souviennent de son nom que lorsque les factures sont dues.